fait, pour moi, tu bascules dans l'entrepreneuriat le jour où tu dis je veux plus de patron, je veux des clients. C'est la gestion du risque. Moi, je connais par exemple des gens qui travaillent dans des très très gros groupes, qui ont des très très bonnes positions, mais qui seraient incapables de le faire tout seul. La réussite que j'ai eue est liée à des appels, des contacts que j'ai mis en place qui m'ont fait gagner de l'argent et je n'aurais pas trouvé forcément sur une IA, tu vois. Prendre des bonnes décisions rapidement, c'est un enjeu majeur. Quelqu'un qui prend 3 bonnes décisions très vite sur un court laps de temps, il a des résultats incroyables. Il faut vivre en dessous de ses moyens. C'est bon, tu peux gagner une certaine somme, mais le but, c'est pas de cramer tout cet argent. Le but, c'est pas de travailler pour l'argent, c'est que l'argent travaille pour toi. On a tenu, on n'a pas fermé, etc. On a même monté plusieurs boîtes. Il faut quand même accepter un mode de vie, on va dire hardcore. Il n'aurait pas fallu évoquer ce sujet là. Pourquoi tu parles de ça? Ça y est, Non, parce que ça nous... je suis dégoûté, moi. Troisième épisode du podcast On parle pas chinois. Aujourd'hui, le sujet va tourner autour de l'entrepreneuriat et de la question cruciale. L'entrepreneuriat est-il fait pour tout le monde? Comme d'habitude, je suis avec Mathieu, vendeur Amazon, Omar, e-commerçant, Jean-Péry, agent de sourcing et moi-même, entrepreneur qui essaye de fédérer tous ces talents au service d'un projet unique qu'on développe avec la Chine et dont on vous parlera sûrement un jour. Merci déjà d'être là. Merci Mathieu, merci Omar et merci Jean. On est sur plusieurs fuseaux horaires différents, donc c'est sympa d'être à l'heure chaque semaine, alors que c'est pas facile qu'on s'organise, mais on fait de notre mieux. Donc on va commencer directement l'épisode d'aujourd'hui par la question que beaucoup de gens se posent, qu'ils soient des entrepreneurs débutants ou qui pensent à se lancer. Est-ce que l'entrepreneuriat est fait pour tout le monde? Je vais laisser la parole en premier à Mathieu. Alors, est-ce que l'entrepreneuriat est fait pour tout le monde? Je suis mitigé sur la question. De façon optimiste, je dirais oui, avec de la volonté et puis en n'étant pas buté, en changeant un peu son état d'esprit. Et je dirais non parce que malheureusement, il y en a qui voudront pas faire ces changements et qui voudront rester avec une vision salariée ou autre. C'est-à-dire qu'ils voudront le résultat, mais sans le process, sans gravir la montagne et pas changer en fait de façon de procéder. Et donc voilà, je suis assez mitigé dessus. Je pense que quelqu'un qui a pas du tout l'état d'esprit et qui n'a pas grandi dans cet environnement comme moi, si tu changes et que tu mets en place des actions, tu travailles et que quand t'échoues, tu te relèves et tu recommences. Voilà, et quand t'écoutes aussi des gens un peu plus aguerris dans le sujet ou autre, comme toi, t'as pu me donner d'ailleurs des conseils dans pas mal de choses, sur des bouquins, sur des process, sur des façons de penser. Si tu suis les choses, ça, je pense que ça peut le faire. C'est ma vision, un peu mitigée sur le sujet. Ok. Et Omar, je te laisse la parole. Déjà, salut tout le monde. Non, c'est pas fait pour tout le monde. Le problème avec ça, c'est qu'on le sait qu'une fois qu'on s'est lancé. On ne sait pas avant. Il y a des personnes qui sont très bien salariées. Après, il y a des niveaux. Qu'est-ce que tu veux dire par entrepreneur aussi? Parce que il y a l'entrepreneur freelance. Si tu considères que le freelance, c'est l'entrepreneuriat dans tout son spectre. Oui, à ce moment-là, ça va. Tu vois, freelance, t'as une compétence, tu fais quelques missions, tu t'inscris sur Malte et voilà, quoi, t'es entrepreneur. Mais, on va dire entrepreneur, build une boîte avec des collaborateurs, avec des employés, etc. Non, ça, par contre, c'est costaud quand même. C'est assez dur de tenir, en tout cas, sur le long terme. Quelqu'un qui peut le faire comme ça, vite fait, c'est possible. Mais tenir sur le long terme, c'est dur. Toi, Jean, qui est entrepreneur en Chine en plus, donc qui n'est même pas entrepreneur en France, c'est quoi ton avis là-dessus? Alors moi, c'est un gros non pour deux raisons principales. La première raison, c'est la gestion du risque. Moi, je connais par exemple des gens qui travaillent, des amis très proches, qui travaillent dans des très très gros groupes, qui ont des très très bonnes positions et qui sont très bons dans ce qu'ils font, mais qui seraient incapables de le faire tout seuls. Premièrement, parce que c'est des gens qui veulent pas faire face à certains risques, et entreprendre, c'est prendre des risques. C'est prendre le risque de pas être payé, c'est prendre le risque de pas réussir son projet, prendre le risque de repartir de zéro. Et il y a des gens qui supportent pas ça. Et je pense que la deuxième raison, c'est la structure et l'organisation. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui se font très bien dans des moules existants. Donc, quand on va dans des entreprises, il y a des process, il y a beaucoup de choses qui sont en place et qui permettent à quelqu'un d'avancer de manière efficace. Mais ces process, ils sont déjà existants. Et entreprendre, ça voudrait dire recréer ce genre de process. Et il y a des gens qui sont pas vraiment, je dirais, agiles ou qui sont pas très confortables, à l'aise avec ça. Donc, moi, je pense pas. Je connais, et pour connaissance de cause, je connais des gens vraiment qui travaillent dans des gros groupes, qui ont des très très bonnes positions. Mais je pense pas que ces mêmes personnes seraient aussi efficaces en entrepreneuriat. Ok, ouais. Donc, moi, je dirais un peu comme Omar qu'il y a la différence entre le solopreneur, donc type freelancer, mais pas que. Sachant que le solopreneur, comme l'entrepreneur, on va dire, qui embauche, pour moi, ils ont un point commun, c'est qu'ils arrêtent de chercher un patron et ils cherchent des clients. En fait, pour moi, tu bascules dans l'entrepreneuriat le jour où tu dis je veux plus de patron, je veux des clients. Peu importe que tu sois solopreneur, freelancer, tu fasses des missions temporaires, etc. Tu deviens entrepreneur. Après, il y a la différence entre le solopreneur, ce que nous, on n'est pas, ce qu'on a été, mais ce qu'on n'est plus. Parce qu'aujourd'hui, on a des business avec des associés. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai aucun business tout seul.
J'ai toujours des associés sur chacune de mes activités. Et donc, moi, je dirais que c'est pas fait pour tout le monde et que c'est même réservé à une élite. Mais quand je dis une élite, c'est pas au sens élite intellectuelle ou élite, une espèce de surhumain, c'est une élite un peu de gens qui, comme nous, qui sont un peu fous, dans le sens où, pour être entrepreneur aujourd'hui, nous, sachant que nous, ça fait pratiquement 10 ans, donc on a tenu, on n'a pas fermé, etc. On a même monté plusieurs boîtes. Il faut quand même accepter un mode de vie, on va dire hardcore. Je sais qu'il y a des entrepreneurs qui vont nous regarder, qui savent de quoi on parle. Croire que l'entrepreneur, il est chez lui, il travaille 2 heures par jour et il sirote des cocktails en Thaïlande. Ça, je pense que voilà, c'est ce qui est véhiculé aujourd'hui sur YouTube, malheureusement, mais qu'il faut voir derrière. On va en parler après. C'est la dépression, c'est la solitude, etc., le stress. Mais on va en parler après. Et justement, ça amène à une question. Donc, pour être entrepreneur, il faut être productif. Ça, on est tous d'accord. Et j'aimerais savoir quelles sont vos techniques de productivité. Comment vous faites en fait pour être efficace? Et si vous pouvez les partager à la communauté, ça serait cool. On va redonner la parole à Mathieu, comme ça on garde le même ordre. C'est assez clivant. Enfin, je parle pour moi parce que c'est vraiment on peut pas avoir une méthode aujourd'hui qui soit, on dit c'est la plus efficace. Je pense qu'on est en perpétuelle évolution. Et ça, je pense que si c'est à chacun par rapport à sa personnalité, la productivité, elle est liée aussi à une façon de t'organiser aussi. Je pense que ça commence déjà par un esprit clair. C'est peut-être bête ce que je dis, c'est peut-être pas des outils, mais c'est clair dans ta tête. Moi, je sais que les fois où j'ai été le plus productif, c'est quand j'ai été focus. Et pour moi, la définition que j'avais entendue la mieux du focus, c'est quand tu abandonnes tout et tu gardes une seule chose. Notamment quand j'avais fait le programme avec toi, tu vois, Mehdi, par exemple, c'était la fois où j'ai été sans doute le plus focus parce que pour le coup, j'avais plusieurs activités en même temps et en fait, j'écoutais plus rien, plus les infos, plus rien. Et ça, c'est une façon pour moi au niveau de la productivité, c'est la première chose, c'est le focus sur l'esprit. Et après, dans les hacks de chacun au quotidien, ça, je pense que c'est personnel. Il y en a, c'est plutôt au feeling. Dès qu'ils sentent quelque chose pendant une semaine, ils vont le faire à fond. D'autres, c'est plutôt des rituels. Je vais commencer par faire telle ou telle chose, tu vois. Je pense que comme dans tout, c'est le juste milieu. Plus important, par exemple, en ce moment, tu vois, je suis focus sur 2-3 éléments où je mets plus d'intensité dedans. Pendant les 2 prochaines semaines, je fais vraiment que focus sur l'organisation de ce voyage, dans le sens où je l'ai jamais fait. Et je pense que, comme j'ai dit, moi, l'organisation, c'est pas mon point fort. Donc, je m'auto-discipline à vraiment faire ça, tu vois, à préparer ce voyage avec les fournisseurs, avec la foire, les vidéos, etc. Mais je garde quand même une routine, dans le sens où je me garde tous les matins, en fonction de l'heure où je dépose ma fille et à l'heure où j'arrive, mais au moins une bonne demi-heure de lecture, tu vois. Je lis justement en ce moment le livre sur le framework, tu vois, sur le story branding. Et je sais que si je me dis, vas-y, je me garde 2 jours où je vais lire que ça a aucun sens parce que t'avales le livre et tu le digères pas. Et je me garde une petite demi-heure, voilà, dessus. Et en fait, en faisant ces petites choses tous les jours, c'est comme ça que j'arriverai à finir le bouquin sans avoir passé 3 jours et en faisant autre chose dans la journée. Pareil pour s'occuper des clients, voilà. Donc je garde des créneaux horaires, en fait, chose que je faisais pas avant, où je me réserve le matin sur des choses, on va dire, assez cérébrales, assez focus, qui demandent ce qu'on appelle, même entre nous, le deep work, tu vois. Donc ça, je vais le garder le matin. Et l'après-midi, je vais plutôt m'occuper des clients, si ce n'est parler avec les nouveaux clients qu'on reçoit ou ceux qu'on accompagne. Moi, ça va plutôt être ça, parce que dans la productivité, il y a ça. C'est aussi des séances de sport où je me dis, oui, effectivement, je pourrais rester m'occuper plus, mais je me garde ça, parce que plus de sport, forcément, c'est plus d'énergie, c'est plus de testo, donc c'est forcément plus enclin, en fait, pour le business. Même le sport, je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour le business, parce que même quand t'es fatigué, voilà. Donc je me garde des périodes, voilà. Pour moi, pour résumer, ça serait des périodes où t'as quand même des rituels, des routines pour les avoir sur le long terme, et des choses où tu vas mettre des fois plus d'intensité sur certains sujets. En ce moment, j'en ai 2. J'ai un sujet avec Omar et un sujet de préparation avec la Chine. C'est mes 2 priorités. Et pour moi, l'anti-productivité, c'est l'appel des sirènes, c'est-à-dire d'être sur 50 projets en même temps. Comme on dit, à courir 2 lièvres, à 2 lièvres, t'en attrapes aucun, tu vois. Pour moi, ça, c'est la pire des choses, c'est de vouloir faire 50 000 trucs, surtout quand tu débutes. Genre, tu prends une chose, tu la démontes, tu la défonces, faut accepter aussi de pas avoir de résultat au départ, et comme ça, tu deviens bon. Et après, une fois que tu as fait ça, tu peux, comme tu expliques souvent, déléguer, prendre des fameux players pour avancer, tu vois. Et toi, Omar, toi, on va dire, de nous tous, tu es le plus, on va dire, geek friendly. Je dis souvent geek, mais on va dire computer friendly. C'est-à-dire que toi, t'es posé sur l'ordi. Voilà. T'es le seul de nous tous qui arrive à faire, enfin, Mathieu, je sais pas, mais qui arrive à faire un 8h, 20h sur l'ordi. Je sais que Jean et moi, on n'y arrive pas, par exemple. On a besoin de faire autre chose. Déjà, pour toi, c'est quoi la productivité et comment tu la gères? Moi, c'est le chaos, mec. Non, alors j'ai eu une période de chaos par le passé, donc c'était pas très, voilà, c'était vraiment, j'allais un petit peu dans tous les sens. Mais j'ai l'impression que j'ai besoin de ça aussi des fois pour comprendre certaines choses. Ouais. Et ensuite, c'est par période. Des fois, en fait, ça va être un petit peu le chaos quand je vais devoir apprendre quelque chose. Exemple, par exemple, quand ChatGPT est sorti, l'API est sortie, j'ai passé peut-être des journées,
des semaines, ouais, peut-être 2 ou 3 ou 4 semaines, voire plus, à comprendre comment fonctionnait l'API, ce qu'on pouvait faire, etc., etc. Il n'y avait pas de projet derrière. C'était vraiment la passion plus qu'autre chose. Et donc, je savais que ça, c'est quelque chose qui allait me servir dans tous les cas. C'est-à-dire que je me mettais sur la vague avant qu'elle démarre. Donc, c'était une compétence qui allait me servir plus tard. Donc, je la maîtrise, je regarde comment ça fonctionne, les tokens, les modèles de langage, qu'est-ce qu'on peut connecter, qu'est-ce qu'on peut faire. OK, je vois le potentiel. Après, par rapport à la productivité day to day, tu vois, ça, par contre, moi, par exemple, le soir, je me dis, OK, demain, qu'est-ce que je dois faire? Je me fais juste une to-do list du lendemain avec 4-5 tâches. J'en mets une petite au départ, toujours, et j'en mets 3-4 grosses. Je commence par la petite et le matin, en général, je fais quelque chose qui me nécessite du deep work. J'en mets 4-5 et puis si je les fais entières, ben, tant mieux. Si je les fais pas, je suis pas trop violent envers moi-même. Genre, il y a pas de problème. Je la reporte à après. Le plus important, c'est d'avoir l'objectif hebdomadaire ou l'objectif mensuel de ce que tu souhaitais accomplir au départ. Et j'ai compris que peu importe l'ordre, puisque finalement, moi, j'avais pas un truc j'étais tous les jours, j'arrive pas, moi, c'est pas, quand je vois des vidéos, les mecs, douche froide, machin, moi, j'arrive pas, ça. Donc, j'ai compris que j'arrivais pas. Du coup, je me suis fixé plutôt des objectifs mensuels avec une petite to-do list tranquillement. Et voilà. Donc, j'ai essayé ça, j'ai testé ça, j'ai vu que ça fonctionnait avec moi et puis je suis resté là-dessus. Ok. Et toi, Jean, comment tu fais pour gérer tous ces business, tous ces appels, toutes ces visites? Moi, il y a des éléments de chez Omar et de chez Mathieu que je vais reprendre. Moi, je fais comme Omar, c'est-à-dire que la veille, je sais déjà ce que je vais faire le lendemain. Donc déjà, la visualisation et la projection, ça m'aide pas mal. Organiser mes journées de cette manière. Donc la veille, je me couche, je sais exactement ce que je dois faire demain et ce que je dois finir. Et je rejoins Mathieu sur la théorie du one thing. Moi, j'ai du mal à faire beaucoup de choses à la fois. Donc je préfère me concentrer sur une ou deux tâches dans la journée, sur 2 sujets différents, pour atteindre mes objectifs avec la visualisation de la tâche accomplie, etc. Et puis après, il y a certaines choses, je dirais, en parallèle, mais ça qui dépendent de moi et de ma personnalité ou de mon tempérament ou de mon mode de vie. Le sport, ça m'aide, franchement, ça m'aide beaucoup. Je sais que moi, j'ai besoin de dépenser beaucoup d'énergie. Le sport, ça m'aide vraiment, vraiment à me canaliser. Genre, je fais pas de sport, je suis pas le même, vraiment. Ça, c'est la première des choses. Et il y a un truc que Mehdi m'a conseillé de faire dernièrement, que je fais et qui marche vraiment bien, c'est manger moins. Manger, même Mathieu d'ailleurs. Mathieu et Mehdi, c'est des mecs qui font un repas par jour. Moi, j'ai vu des guerriers dans l'île de la, comment ça s'appelle là, dans la Sorgue là, faire des gros bains froids à jeun, faire des dips, hein. Omar, on était spectateurs de ça. Ça nous a mis un petit coup dans notre ego. Du coup, aujourd'hui, je mange moins. Parfois, j'arrive à faire un repas par jour, mais c'est vrai que, franchement, c'est pas des conneries. Je sais que la digestion prend plus de 50% de l'énergie corporelle. Ouais, Donc, en soi, voilà, 80. Donc, en soi, le jeûne, ça te permet de t'élever à des degrés intellectuels plus élevés, en fait. Voilà. Et le fait de manger moins, c'est ce que je fais ces dernières semaines. Franchement, c'est pas mal du tout. On a plus d'énergie, on a plus de peps et du coup, on est plus productif. Voilà. La recette magique. Ok. Là, on a parlé de Deep Work. Ça fait référence à un livre qu'il a écrit, Cal Newport, sur je sais pas comment on pourrait le traduire en français, mais le travail profond. C'est en gros le travail que tu vas faire qui va être à forte valeur ajoutée, contrairement au travail à faible valeur ajoutée. Par exemple, si tu construis une boîte, le deep work, en fait, envoyer des mails, faire des appels de vente, c'est pas du deep work. En réalité, c'est du travail à faible valeur ajoutée. Par contre, définir ta vision, définir le mind map, si tu fais un logiciel, je sais pas comment ça s'appelle, Omar, quand tu crées l'architecture du logiciel, toutes ces actions-là, ça, on peut appeler ça du deep work. Par exemple, là, on va aller en Chine tous ensemble. Ben, le deep work, c'est de se poser ensemble et de réfléchir vraiment à comment on va optimiser ce voyage avec des recherches produits, avec des visites d'usines, etc. A contrario, il y a le travail classique, mais qu'il faut effectuer, faire des appels de vente, écrire des emails, faire des posts sur Instagram, voilà, ça, c'est pas du deep work. Mais Cal Newport, il a aussi écrit un livre que je vous conseille tous de lire, qui s'appelle Slow Productivity. Et en fait, lui, il explique que la productivité, malheureusement, aujourd'hui, elle est encore enseignée comme à l'ère industrielle. Parce qu'à l'ère industrielle, la productivité, c'est quoi? C'est de calculer le taux horaire, par exemple, d'une usine ou d'un salarié, combien il va produire par heure. Mais aujourd'hui, à l'ère du digital, en fait, ce calcul, il est pas bon. Parce que Cal Newport, il explique que, comme il a dit Jean, si tu vas faire du sport, par exemple, comment tu vas calculer ta séance de sport, l'impact qu'elle a sur ton business? C'est impossible. Donc, à l'ère du digital, à l'ère, on va dire, du numérique et de ce qu'on appelle en anglais, je sais plus comment ils disent, mais des business où il faut être créatif, voilà, à l'ère des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle, etc. En fait, la productivité, comme elle était pensée
à l'ère industrielle, elle marche plus. Et c'est pour ça que l'école aujourd'hui, elle fonctionne plus, parce que l'école, elle est encore en train de former des gens pour être productifs selon les codes de l'industrie et pas selon les codes aujourd'hui, par exemple du e-commerce, de l'intelligence artificielle ou de tout ce qui arrive en termes de business. Donc moi, je dirais la productivité aujourd'hui, elle est quasiment impossible à mesurer. Je suis Cal Newport sur ce point-là, mais comme il a dit Jean, moi, le sport aussi, c'est obligatoire. Par exemple, si tu vas faire une marche sur la plage pendant 1 heure, même si c'est pas du sport, comment tu vas mesurer cette marche-là sur ton business? Sachant que peut-être que c'est pendant cette marche-là que tu vas avoir la meilleure idée pour ton business. Tu vois? Donc, c'est dur à mesurer. Après, ce qu'on a oublié de dire, je pense aussi, c'est Omar, par exemple, quand on s'est associé avec lui, il a ramené des process de productivité. Par exemple, le logiciel Notion. Nous, on n'y était pas dessus. On était encore à l'ère de Google Spreadsheet. Donc, Omar, il a installé Notion dans la boîte et ça a amélioré, en fait, la productivité quasiment instantanément. Mathieu, lui, avec son esprit comptable, avec la maîtrise des chiffres, quelque part, ça améliore aussi la productivité. Donc, moi, je dirais que la productivité, c'est pas les bains froids, c'est pas les footings, c'est pas le taux horaire, c'est pas le nombre d'appels que tu fais par heure. Je dirais qu'en fait, c'est un tout et qu'aujourd'hui, c'est très difficile à calculer. Mais c'est mon avis, encore une fois, ce n'est que mon avis. Voilà. Je pense qu'il y a aussi la question des priorités sur un business. Par exemple, je sais pas, peu importe que tu veux lancer. Sinon, tu veux lancer un service de social media agency, par exemple. Ton bain froid, là, il sert pas à grand chose. Que tu manges ou que tu manges pas. Si dans ta journée, tu t'es occupé d'acquisition, de maîtrise, attirer des clients, c'est un objectif, tu vois. Peu importe ta stratégie, par exemple, c'est de faire des posts TikTok et que tu as fait ta page. En fait, tu as fait ta page de vente. Je vais aller au bout de mon raisonnement. Concrètement, en fait, en une journée, tu peux faire ce que quelqu'un a commencé à faire, peut mettre 3 ou 6 mois à faire. Ça veut dire, je peux tourner des vidéos, je mets en place une page et j'envoie tout ce trafic vers la page. En gros, en une journée, t'as fait le nécessaire. T'as fait le 80-20. Vraiment, tu t'es focalisé sur l'attention et t'as mis une page où on peut te contacter. Et je pense qu'il y a une décorrélation complète sur Internet vis-à-vis du travail qui est fourni. Et quelqu'un qui va se dire, OK, mais attends, mais il me faut une espèce de productivité, il me faut une organisation, il me faut ci, il me faut ça, il me faut ci, il me faut ça. Au final, il se retrouve avec des couches et au final, il arrive à un résultat qui est peut-être similaire au gars qui s'est lancé en une journée. Il a fait 4 vidéos parce qu'il a compris une chose, c'est que c'est l'attention d'abord. C'est l'économie. Quand on parle d'économie de l'attention, c'est que c'est l'attention d'abord. Il a capté l'attention. Il a envoyé vers une page qui était plutôt bien structurée. Il a mis un formulaire avec un email et un numéro de téléphone et on n'en parle plus. Le gars, en une journée, il a fait peut-être la chose que le mec, il a mis 3 mois, il lui a fallu faire des bains froids, etc. pour réfléchir. Okay. Et c'est là où je vois qu'il y a un énorme écart quand même entre certains entrepreneurs qui vont aller très rapidement, aller se tromper vite et refaire rapidement leur truc, et la personne qui est dans l'hyper-productivité. Attends, il faut que je planifie tout à la minute près. Justement, je rebondis, Omar, sur ce que tu dis pour le prochain sujet. C'est celui qui se lance rapidement, etc. Parce qu'à l'ère du digital, effectivement, c'est possible de se lancer rapidement. C'est même la meilleure, en réalité, dans l'histoire, enfin, dans notre histoire, dans l'histoire on va dire, du 19e siècle, 20e siècle, 21e siècle, il n'y a pas de moment comme aujourd'hui pour se lancer. Aujourd'hui, tu prends un téléphone, tu peux te lancer. Mais il y a un syndrome, ou du moins, il y a une peur de l'échec qu'on a tous eu, et ce qui s'appelle le syndrome de l'imposteur. Et j'aimerais voir comment chacun de vous l'a géré, ce syndrome-là. Si déjà vous l'avez eu, et si oui, comment vous l'avez géré, et qu'est-ce que vous pensez de ce syndrome-là? Juste pour résumer, le syndrome de l'imposteur, c'est de se sentir illégitime à parler d'un sujet ou à créer un business ou à vendre un produit parce qu'on ne serait pas le meilleur, parce qu'on ne serait pas la référence sur le sujet. Donc toi, par exemple, Mathieu, tu fais de la formation Amazon et tu fais de l'accompagnement sur Amazon FBA, tu fais FBA. Est-ce que tu as déjà eu ce syndrome-là de te dire que tu n'es pas légitime sur cette thématique? Ah ouais, à mort. Je pense d'ailleurs, c'est un des plus grands blocages dans beaucoup de domaines, et ça, je l'ai eu. Et je pense que si j'avais pas eu des références en fait qui m'ont mis un choc émotionnel correctif où je me dis mais vas-y, moi je peux le faire. Si lui il l'a fait, alors que j'estime qu'il était moins légitime. Enfin, c'est pas légitime, mais je me suis dit franchement, je pense que je suis meilleur. Et si j'avais pas eu ça, et aussi le fait de vous connaître aussi, tu vois, de se dire eux ils l'ont fait, ça marche, ils m'encouragent, ils me disent que je peux le faire, que largement, que ça va cartonner, je l'aurais jamais fait. Mais je pense que si j'avais pas eu la référence d'une telle personne, où je me suis dit elle est à mon niveau ou en dessous, et elle l'a fait, jamais je me serais dit je suis légitime, tu vois. Ça c'est clair et net et je pense que ça j'aime pas trop le délire tout le temps French bashing et tout, tu vois, parce que c'est redondant et tout, mais pour le coup l'école avec les notes, les trucs comme ça, moi ça m'a impacté le système scolaire où tu perds ta confiance en toi et en fait tu te dis pas en fait ouais tu testes et tu y vas, tu vois. Voilà. Mais qu'est-ce qui te bloque parce que c'est moi qui t'ai travaillé avec Jean
pendant 2 ans presque. Et qu'est-ce qui te bloquait, toi, à passer du vendeur Amazon à succès à devenir formateur? C'était quoi le syndrome de l'imposteur? Comment il se matérialisait pour ton cas? Bah, c'est comme t'as dit, c'est se sentir pas légitime. Le marketing aussi que tu vois, toi, où tu crois aux gens qui disent ouais ils ont fait des millions alors qu'on sait tous que c'est des conneries, tu vois, et te dire bah faut vraiment faire 4, 5, 10 millions par an pour le faire, pour pouvoir faire ça. Et en fait, en voyant aussi des vidéos de personnes qui disent mais non au contraire, et même si c'était vrai, les personnes qui font 10 millions en fait ils sont tellement loin qu'ils pourront pas enseigner à quelqu'un qui démarre de zéro. Et en fait, en te structurant dans ton domaine, tu te rends compte que les gens veulent aller où toi tu es allé et que toi t'as connu tout leur parcours. Donc à ce moment-là, tu te dis ouais mais en fait j'ai juste à expliquer ce que j'ai fait. J'ai même pas besoin d'expliquer des trucs de dingue, j'explique comment moi je suis parti au même niveau qu'eux et comment j'en suis arrivé là, et t'expliques ton processus avec effectivement tout un travail derrière de qualité, tu vois. Mais c'est plutôt en regardant des personnes justement qui démystifiaient ça, en te disant bah non justement au contraire, t'as connu ce parcours en partant de zéro, bah explique-le tout simplement, tu vois, avec un process, avec quelque chose de qualité, tu vois. Bon, ça a été un gros travail. Un bon psychologue à côté. Il s'appelle Mehdi. Et j'ai, ouais, on t'a travaillé pour que tu deviennes formateur et maintenant Ouais, non, on t'a travaillé, maintenant tu viens en Chine avec nous, monter des boutiques, monter des ouais, c'est ça. monter un Ça, écosystème. Donc, je crois exactement. que Exactement. j'ai eu les bons mots. Et Omar, Après, aussi le bon. Après, si je te peux terminer aussi c'est un mot qu'utilise souvent Omar d'ailleurs, c'est le momentum aussi, tu vois. Je pense qu'en fait, ton subconscient fait qu'aussi des fois tu vas pas, tu crois que en fait c'était pas bon moment et à un moment donné il y a un déclic qui fait que, et le déclic fait que j'ai fait ça à un moment donné, ou c'était un point de non-retour aussi de où je pétais un plomb, hein, littéralement dans le domaine de vie. Et c'est ça qui m'a permis, pour rebondir sur ce que disait Omar, de mettre une gestion de priorité en me disant c'est soit ça, soit la mort. Et limite, tu sais, dans ton délire, tu préfères, tu te dis vas-y, au pire ça casse et j'ai rien à perdre, tu vois. Et c'est ce momentum avant de chez lui qui fait que j'ai été ultra productif, ultra focus pour revenir à ce qu'on disait, et que j'étais devant. Je me dis de toute façon j'ai rien à perdre et j'y vais, tu vois. Et je pense qu'avant c'était peut-être tout simplement pas le bon moment parce que j'avais peut-être pas développé aussi complètement ma boutique, j'avais pas sorti le nombre de produits que je m'étais fixé, et qu'à ce moment-là je me suis dit, vas-y, j'ai développé mes boutiques, j'ai développé le pad européen, vas-y, je me focus sur ce nouveau projet. Je suis accompagné, il y a aussi l'énergie, une attente aussi de ta part aussi, t'avais de ça. Et donc je pense que ouais, le momentum aussi il est important, faut savoir s'écouter. Et si c'est le bon départ, par contre, faut pas faire pétard mouillé, faut y aller, quoi, tu vois, faut pas faire carpette en procrastinant, tu vois, parce que ça c'est aussi l'antithèse de la productivité. Et c'était le bon moment, il y avait tous les feux au vert, tu le sens, vas-y, tu vas. Voilà. et toi, Omar, donc tu vas lancer ta chaîne, donc tu vas devenir une grosse tête du e-com. Ah, imagine. Normalement, si normalement tu vas, dis ce que tu sais faire, il n'y a pas de raison. Et comment toi tu vois le syndrome de l'imposteur? Est-ce que tu l'as, est-ce que tu ne l'as pas, ou est-ce que pour toi c'est pas un sujet? C'est pas un sujet, c'est pas de syndrome. Syndrome de quoi? Syndrome de Pas de quoi? syndrome. Tu envoies ta valeur et celui qui l'aime, il aime. Celui qui l'aime pas, tant pis. J'ai décorrélé mes revenus financiers de mon contenu ou de ce que je vais faire, ou j'en ai strictement rien à cirer, en fait. Je m'en fous complet. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment dans donner ce que moi j'ai appris durant ces dernières années, donner un maximum aux gens pour qu'ils puissent aller se lancer aussi et leur dire, voilà la stratégie, voilà ce que j'ai fait, lance-toi toi aussi. Et c'est tout, il n'y a pas de syndrome de l'imposteur. Alors surtout dans mon cas, moi, le e-commerce, c'est quelque chose ça a été traité, retraité. On fait des produits, on montre quelques stratégies. Tu vas faire des ventes. Si tu as envie d'aller plus loin, tu vas tout exploser, c'est tout. J'ai aucun syndrome de l'imposteur à ce niveau-là. Et toi, Jean, tu es devenu la référence francophone sur le sourcing en Chine? Alors moi, je te réponds très simplement pas du tout. Voilà, pas du tout. Pas de En 3 syndrome. mots, voilà, t'as ma réponse. Non. Même au début, ça te l'a pas fait un petit peu, ou t'étais pas un peu Non, au début, non, en fait, c'est pas la légitimité de traiter d'un certain sujet. Au début, ce qui m'a un peu freiné? freiné, ouais, merci. C'est le fait de me montrer et tout. En fait, ça peut être impressionnant de parler devant une caméra, de s'afficher. On a l'impression qu'on est le centre du monde, que tout le monde va nous regarder. En fait, pas du tout. Je veux dire, sur cette thématique précisément, sourcing, logistique et tout, non, j'ai pas de syndrome. Je pense que je peux partager certaines choses avec les gens. Après, s'ils aiment, tant mieux. Le but, c'est d'apporter de la valeur. S'ils aiment pas, tant pis, hein. Et qu'ils aillent voir d'autres chaînes ou d'autres contenus. Bon, j'ai pas de syndrome. Moi, je dors très bien le soir. Ça, y a pas de souci. Ah, mais en tout cas, c'est un syndrome qui est répandu chez les entrepreneurs et même aux États-Unis. Mathieu, tu disais que c'était franco-français, mais pas forcément. Je parlais plutôt de l'esprit de la confiance en toi ou de la légitimité, tu sais. Depuis tout petit, on t'apprend les notes, les classements, les trucs. Alors moi, je sais que ça m'a plutôt impacté, ça, tu vois. C'est plutôt voilà, que je voulais dire ça, tu vois. Mais je pense que c'est ta première barrière. Je pense que c'est la première barrière, tu sais, une fois que tu l'as. Par contre, pour le coup, c'est pas un truc qui revient, tu vois. C'est pas un truc Non, ça c'est clair.
ça vient assez tard. Non, mais Moi, j'ai ouais. commencé il y a C'est de la longtemps. psychologie. C'est comme la productivité qu'on disait. Et c'est aussi lié à toi, en fait, tu vois, tout simplement. La preuve, vous êtes trois à avoir dit autrement. Et pourtant, bah, on est tous là en même temps, tu vois. Et il y a d'autres trucs où je l'ai pas eu, tu vois. Par exemple, dans l'entrepreneuriat de base, pour rebondir à ce qu'on disait tout à l'heure, j'avais pas forcément l'éducation ou le schéma des études et tout, en disant que c'était pas tous fait, mais avec de la putain de volonté et surtout, tu sais, quelque chose qui t'a changé, bouleversé, où tu t'es dit vas-y j'y vais. Bah, je me suis mis dans l'entrepreneuriat et ça m'a mis une journée, tu vois, à me dire vas-y je me lance tu vois. Donc là-dessus je l'ai pas eu, tu vois. Alors que d'autres vont se dire ouais je procrastine, j'ai mon boulot, j'ai ceci, j'ai ma famille, tu vois. Je pense que ça a été vite balayé et maintenant je l'aurais pu, ouais, tu vois. J'aurais pu parce que je suis dans ce processus de tester et de passer et puis ça marche pas, bah ça marche pas, tu vois. Ok, on va passer sur un autre sujet aussi qui est beaucoup demandé, c'est les profits, mais comment on réinvestit les profits. Donc là, on est quatre, on a tous eu des boîtes, donc on a des boîtes ensemble, on a tous eu des boîtes avant même qu'on se connaisse d'ailleurs. Comment vous gérez vos profits? Est-ce que vous réinvestissez tout? Est-ce que vous payez beaucoup? Est-ce que vous créez des holdings? Voilà, moi, ce qui intéresse les gens, c'est ça. Je sais qu'on a quatre, là, on est assez différents sur comment on gère l'argent. Donc, je vais commencer par Mathieu, toujours pareil, c'est toi en premier. Donc toi, Mathieu, comment tu gères ta trésorerie, mais surtout tes profits, en fait? Voilà. Pour l'instant, soit j'y touche pas, soit je réinvestis. J'ai toujours passé par un autre système où j'avais toujours des systèmes de rémunération autres. Ça, c'est ma gestion du risque en fait, parce qu'elle est liée à ça, rentabilité risque. Donc j'ai toujours géré mon risque et je suis toujours parti du principe que ce que je faisais pour l'instant, je savais pas de quoi était fait demain. Ça pouvait justement exploser, ça pouvait stagner, ça pouvait diminuer. Et j'ai toujours été dans un processus où j'ai jamais eu besoin de taper forcément dans la trésor pour faire ça. Et après, moi, je réinvestis beaucoup. Des fois, peut-être un peu trop. Je fais des petits FOMO sur des trucs. Mais moi, vu que je suis passionné, quand je fais un truc, je le fais à fond. Donc là, en ce moment, on est ensemble, on est sur accompagner des gens en partant de zéro, à vendre des produits en e-com, grosso modo, en partant de Chine. Bon, bah, je réinvestis tout pour la Chine, pour le contenu, etc. Tu vois. Enfin, quand je dis Ton, tout, je ton réinvestis. setup aussi. Ton setup. Ouais, tout ça et tout ce que j'investis en choses de productivité. Et puis voilà, vu qu'on travaille beaucoup et que c'est un kiff en fait, investir dans ça, c'est un kiff en fait. Ça me fait comme quelqu'un achèterait une voiture, moi je suis pas branché voiture. Je préfère venir au pied au boulot avec un super en allant voir un super setup que de rouler dans une. Mais ça, Bah, y a rien on de- peut le dire, Mathieu, on peut le dire que tu as fait un setup à 12 000 euros, on peut le dire, de toute façon, il n'y a pas de... Bah, maintenant, avec les autres choses que j'ai investi, ouais, grosso modo, j'ai investi Non, mais dans du voilà, c'est matos. l'avantage. Mais voilà, c'est ça. J'ai acheté ce qu'il y avait un peu de mieux. Et voilà, on dit que le son, par exemple, pour les vidéos qu'on fait, pas forcément ce micro-là, mais voilà, j'ai essayé de prendre ce qu'il y avait de mieux pour que on rende le meilleur rendu dans la forme, dans le sens où le fond, je pense qu'on s'améliorera toujours. Et si dès le début, t'as la meilleure caméra, voilà, après, on a des fois des petites divergences où des fois c'est plutôt faire et après s'améliorer en itération. Mais oui, j'ai investi beaucoup en moi-même, comme diraient les gourous du dev perso. Ouais, voilà. Pour l'instant, je réinvestis et je garde de la trésor parce que j'ai vite compris que le cash, en fait, c'était la clé de beaucoup de choses et que des fois, c'est des opportunités, il faut savoir poser, que ce soit en investissement ou autre. Donc, en fait, si demain, il y a une fenêtre de tir qui s'ouvre sur un projet, qu'on soit capable soit je mets moi dedans, soit on s'unit, on a une force de frappe. Surtout que, étant donné qu'on peut pas on fait pas d'effet de levier, nous, tout est en cash et donc à ce moment-là, voilà, c'est toujours bien d'avoir un matelas, ça te permet de, Est-ce que tu as un pourcentage, est-ce que tu as une règle fixe ou est-ce que tu fais ça en freestyle? Franchement, j'ai pas de règle. Je faisais ça pour des clients quand je faisais dans d'autres prestations parce que c'était la règle que je devais faire. Mais moi, là, pour l'instant, non. D'accord. Et toi, Omar, comment tu as géré tes profits, sachant que toi, voilà, tu as une famille nombreuse, tu as des frais fixes importants. Donc, comment tu gères tout ça? Des frais fixes importants, pas tant que ça finalement. Enfin, je vis assez simplement. Pas besoin de grand chose au final. Enfin, pas besoin de grand chose. Voilà quoi. Une famille de 5 personnes, 6 bientôt. Mais je suis pas un grand dépensier. Je travaille beaucoup. Du coup, ça va. Et par rapport au réinvestissement, en fait, il y avait une phase aussi qui dépendait aussi parce que les objectifs ont vachement changé. C'est-à-dire que si tu venais il y a 5 ans et tu me posais la question, je t'aurais donné une réponse incroyable, tu vois. Te dire, ah non, mais là, j'ai mis là j'ai fait ça, là, j'ai fait ça, là, j'ai envoyé là, j'ai envoyé là. Aujourd'hui, je change un petit peu de mindset pour viser plus haut, viser plus grand. Et donc, forcément, ça passe par un réinvestissement dans l'entreprise, plus que toute autre chose, puisque c'est elle qui va avoir besoin, c'est l'entreprise qui va avoir besoin de fonds. Je sais pas si tu l'as dit, mais nous, on fait pas de levée de fonds, on est bootstrappé de A à Z. Du coup, quand on veut faire un projet qui sort de l'ordinaire, quand je dis un projet qui sort de l'ordinaire, c'est pas une formation, c'est vraiment, on va faire un projet qui va nécessiter des fonds, des entrepôts, de l'humain, des process, du logiciel, ce qu'on est en train de construire en Chine. Là, on a besoin de fonds. Donc, soit tu fais une levée
levée de fonds, soit tu cherches des investisseurs, soit c'est toi qui mets. Et donc là, t'as pas de logique. Quand je vais réinvestir 10%, là, c'est tout qui retourne dans la boîte. Tu fais all-in et t'as intérêt à envoyer du lourd derrière parce que voilà, quand tu es totalement skin in the game là pour le coup. D'accord. Et toi, Jean, l'argent, tu le mets où? Ton argent? Alors, Sous ton soit matelas. je le mets sous. Claque tout. Non, moi moi je peux être dépensier, mais je peux être aussi très économe. Bah, j'essaie de réinvestir principalement, hein. Moi, je vis assez simplement. Parfois, je me fais des petits kiffs, des bons restos et tout. Mais je peux très bien manger un plat à 2 euros, du Chung Fen ou du Chao Fan ou peu importe. Des plats dans des petits boui-boui, ça me va. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de réinvestir le plus possible. Je fais quand même attention de manière générale, même si j'aime me faire des petits plaisirs de temps en temps. Mais je réinvestis la plupart des sous que en fait, il faut vivre en dessous de ses moyens. C'est-à-dire que, bon, tu peux gagner une certaine somme, mais le but, c'est pas de cramer tout cet argent. Le but, c'est pas de travailler pour l'argent, c'est que l'argent travaille pour toi. Voilà. Donc, réinvestir le plus d'argent possible pour que cet argent travaille pour toi et que toi, tu ne cours pas après l'argent, mais que l'argent travaille, quoi. Voilà. Que l'argent travaille pour toi. Donc, il faut voir à long terme. Il faut pas tout de suite s'exciter quand tu gagnes un peu d'argent et tu peux te faire des plaisirs, tu vois. Faut aussi qu'il y ait des récompenses, mais c'est toujours la juste mesure, la balance. Ok. Parce que j'ai une vision sur le long terme et que voilà, je pense qu'on veut tous atteindre les mêmes objectifs d'ici quelques temps. Donc effectivement, pour l'instant, je réinvestis la plupart de ce que je gagne. Ouais. Ok. Je suis un peu comme vous. En fait, on est tous pareils. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est associés. C'est-à-dire qu'on a la même vision de réinvestissement et d'avoir une vie simple. Quand on dit une vie simple, on a quand même une belle vie. C'est-à-dire qu'on mange souvent au resto, on voyage, on se fait plaisir, on se prive de rien. Mais on dépense, voilà, comme tu as dit, Jean, on crame pas tout le cash qu'on génère dans des débilités comme des voitures ou dans des choses. Ça, c'est le piège. Sachant qu'on le répète, mais nous, on fait pas de crédit. L'entreprise, on n'a jamais fait un seul crédit, que ce soit pro ou perso. Voilà, c'est pour des raisons philosophiques qui nous appartiennent. Mais on touche pas au crédit. Donc, ceux qui te parlent de l'effet de levier, en fait, ils te parlent de l'effet de levier pour pas dire crédit, tu vois. C'est le mot un peu à la mode pour dire crédit. Donc, nous, on touche pas à ça. Donc, on doit se forcer, en fait, à optimiser la trésorerie pour justement monter des projets. Donc, comme on dit, cash is king. Donc, le cash, il est roi. Et moi, je vois surtout le cash comme du temps. Moi, j'ai appris à réfléchir comme ça. Par exemple, sur mon compte perso, je me limite à 24 mois de trésorerie en avance. Donc, j'ai 2 ans, en fait, sur mon compte perso. Et sur le compte pro, c'est beaucoup plus. Mais ce qui me permet, en fait, d'être tranquille, de me dire, même si aujourd'hui, je ne me paye pas pendant 2 ans, par exemple, en fait, je vis. Et moi, j'ai vraiment la notion de l'argent comme étant du temps. Et quand vous êtes entrepreneur, c'est un luxe d'avoir le temps et de pas être sous pression. C'est un luxe dans la qualité de ce que vous allez créer, dans les associés que vous allez chercher, dans la projection aussi. Par exemple, vous pouvez vous permettre de travailler 6 mois sur un projet sans qu'il soit rentable. Ça, c'est du luxe. Et ce luxe-là, malheureusement, aujourd'hui, il est réservé aux start-upers qui se financent avec l'argent public, avec votre argent, en fait. Toi qui regardes cette vidéo, probablement, tu payes pour des start-upers qui crament du cash en France. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais voilà. Pour moi, l'argent, c'est du temps. Donc, je mets un max dans la société. Et aussi, il y a l'histoire des taxes. C'est-à-dire que des fois, quand tu veux te payer, ben, tu vas payer des taxes. Donc, des fois, tu as peut-être plus intérêt à garder l'argent au chaud dans ta société et à le faire travailler. Même si moi, je suis pas un bon investisseur. Voilà, et Jean pourra en témoigner. On était ensemble, d'ailleurs, on a perdu pas mal d'argent dans les cryptos il y a 2-3 ans déjà. Des sommes à 6 chiffres. Hein. Attention, on a perdu des sommes à 6 chiffres. Et ça nous a traumatisés. En fait. Là, tu mets le doigt sur un point sensible. Il n'aurait pas fallu évoquer ce sujet là. Pourquoi tu parles de ça? Ça y est, Non, parce c'est que le podcast, je suis dégoûté, moi. Ça nous a changé le mindset. Toi qui nous regarde là, qui nous a fait venir dans le plan, je vais pas citer de nom. Mais là, on va rentrer il y a plus de podcast là. Toi qui nous regarde, le bon Dieu va te punir très salement. Attention. Non, mais voilà. Non, réveille pas mes démons, s'il te plaît. Viens, on parle d'autre chose. Voilà, on a été des mauvais investisseurs il y a 2-3 ans de ça. Ça nous a marqué et aujourd'hui, on ne fera plus jamais l'erreur d'investir dans des choses qu'on ne maîtrise pas et au contraire, de laisser l'argent dans la société et d'investir dans des choses qu'on connaît. Notamment, nous, on connaît la Chine, par exemple. On connaît l'import-export, on connaît le e-commerce. Donc là, on sait qu'on investit de manière sûre. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à rajouter sur l'investissement. Non, on peut tourner la page le plus rapidement possible là. Changeons de sujet. J'ajouterais sur la prise de décision. C'est capital. En fait, après, il y a différents types d'investissement. Là, on mélange un peu tout. On parle de manière générale, mais la prise de décision, il faut qu'elle soit rapide, mais il faut qu'elle soit sans facteur argent, le facteur émotionnel, comme tu dis. Celui-là, si tu arrives à l'enlever de ta prise de décision, ça veut dire que tu vas essayer de penser rationnellement. C'est très
très compliqué. En fait, prendre des décisions vite, c'est un enjeu majeur pour l'entrepreneur. Prendre des bonnes décisions rapidement, c'est un enjeu majeur. Quelqu'un qui prend 3 bonnes décisions très vite sur un court laps de temps, il a des résultats incroyables comparé à celui qui est à côté, qui en a pris 3 mauvaises. C'est le même, il est plus intelligent. C'est même pas une question d'intelligence. C'est qu'il y en a un, peut-être qu'il était sous pression. Il y en a un, il a un facteur argent, il a une famille, etc. Et du coup, il va prendre des décisions plus safe, etc. Donc, ouais, moi, je pense que la prise de décision, c'est... Ça, c'est comme les livres Psychology of Money où il explique que chacun joue un jeu différent dans l'investissement et qu'en fait, il faut pas se comparer aux autres parce qu'il y en a, ils jouent des jeux court terme, il y en a, ils jouent des jeux hyper risqués, c'est leur méthode. Il y en a, ils jouent des jeux sur 60 ans. Il y en a, ils jouent des jeux où ils ont l'argent de papa-maman au cas où, tu vois. Il y en a, ils jouent des jeux avec du levier. Donc, en fait, l'investissement, c'est vrai que c'est pas vraiment une science exacte. Et après, il y a Nassim Nicolas Taleb, aussi Antifragile et Black Swan, qui t'explique en fait, tu peux rien prévoir. Là, on fait ce podcast. Peut-être que dans un an, il y a une guerre mondiale qui commence et tout ce qu'on est en train de dire là, ça s'effondre. Mais ça, personne ne peut le prévoir. Même le meilleur investisseur du monde, il ne pourra pas le prévoir. Donc, en fait, il y a prise de décision rationnelle, savoir le jeu auquel on joue. Mais si je devais donner un conseil aux entrepreneurs, c'est vivez, n'augmentez pas votre niveau de vie, mais augmentez plutôt la trésorerie de votre entreprise. Ça serait ça le conseil. Voilà. Yes. Ouais. Mais c'est ce qu'on dit, hein, de pas augmenter ton niveau de vie quand tu augmentes tes revenus, que c'est un des premiers piliers. J'écoutais justement un podcast hier d'Oussama Ammar qui disait s'il y avait un conseil qu'il aurait donné, c'est ça, parce que lui, il vivait au-dessus de ses moyens, et qui disait dès que tu augmentes tes revenus, n'augmente pas ton niveau de vie, à part évidemment si tu étais au SMIC et que limite la fin du mois, c'est le 15 du mois, tu vois, effectivement, toute proportion gardée, mais si tu augmentes pas ou tu augmentes de 10 ou 20% ton mode de vie, ce qui est déjà pas mal, hein, d'augmenter de 20% tes dépenses par mois, mais que tu multiplies par 2 ou par 3 tes revenus, c'est là que en fait c'est là que tu viens riche. Et puis deuxièmement, tu parlais de l'argent là, tu parlais sur 24 mois, tu vois, quelque chose qui est énorme, hein. Généralement les gens disent 6 mois, 1 an, tu vois, mais 24 mois c'est bien. Ça te permet d'avoir une tranquillité d'esprit en fait. Parce que pour le coup, te coucher avec des problèmes d'argent, surtout quand tu as une famille, c'est-à-dire que à la rigueur toi ça impacte ta santé, etc. Mais quand tu as des enfants et tout, ça c'est complètement différent, tu vois. Et quand tu te couches en disant bon bah j'ai tant, ou dans le pire des cas, vas-y pendant 1 an je me paye pas, tu vois, c'est juste une dinguerie en fait. Et peu de gens ont ce luxe. Et ça revient à ce que tu disais, Omar, de prendre des décisions rationnelles en fait. Quand tu as le cash et que tu peux te permettre de te poser en disant au pire ça marche pas, mais je pense que dans 10 ans c'est ce qui va fonctionner. Quand t'as pas d'argent de côté, en fait tu penses à court terme, et donc tu prends des décisions, prends pas des décisions hyper, tu vois, qui peuvent aller très loin, quoi. Voilà ce que je pourrais rajouter dessus. Et justement, vous, est-ce que vous formez au quotidien, que ce soit sur la finance, que ce soit sur le marketing, que ce soit sur la vente? Comment vous faites en fait pour gérer toutes ces connaissances de l'entrepreneur, ou du moins de gérer le mode de vie de l'entrepreneur? Ou alors vous êtes plus des autodidactes, vous êtes plus des chercheurs d'informations, vous achetez des formations? Voilà, Mathieu, tu consommes du podcast ou ça marre. Bon, moi, à mon avis, c'est que c'est pas trop mon style de podcast, on va dire. Mais voilà, comment vous faites pour... Pas que ça, mais... Oui. Je commence par toi, Mathieu, d'ailleurs. Je commence par toi. Comment tu fais pour apprendre les compétences que tu n'as pas, ou pour développer les compétences que tu as déjà? Bah, je regarde, ouais, j'écoute pas mal de podcasts, j'écoutais aussi des livres audio avant. Maintenant, j'ai plus de temps pour me fixer, comme je parlais tout à l'heure, de lire des bouquins, tu vois. J'ai ça, attends, je te la montre, je crois que là, tu vois, j'ai repris ça là, tu vois, une petite Kindle, tu vois. Et ça me permet, et tous les matins, tu vois, j'ai un petit rituel là où je suis, j'ai un petit salon, tu vois, avec un canapé, tu vois, je pourrais le faire dans le bureau, mais je me dis, voilà, pendant une demi-heure, je suis là, je prends mon petit thé, tu vois, je me pose avec ça. J'ai mon petit truc comme ça où je pose mon téléphone, et vu que c'est des livres un peu en anglais, tu vois, des fois il manque du vocabulaire, j'ai mon DeepL à côté, tu vois. Et pendant une demi-heure, je lis mon bouquin, et je prends des notes dessus. Les bouquins, en fait, te permettent d'avoir, je sais pas, c'est peut-être moi, mais permettent d'avoir une vision beaucoup plus long-termiste, en fait. Le gars, il a résumé des fois 10, 15, 20 ans, voire plus de leur vie dans un bouquin, tu vois. Donc chaque mot, chaque chapitre a été pensé, réfléchi, contrairement à des vidéos et tout où on te vend des émotions. Là, pour le coup, les livres, c'est pas dans l'émotionnel, et je trouve que ça a des fois eu plus d'impact. Pour moi, il y a des fois 2-3 phrases dans des bouquins qui ont changé. On parlait de l'alimentation, tu vois, c'est 2-3 phrases comme ça qui m'ont permis de mettre en place de nouvelles choses. Et ça, j'avais perdu l'habitude des bouquins, j'essaye de m'y remettre, parce que je pense que c'est là où tu as les plus grandes visions générales, en fait, tu vois. Après, pour la technique, il faut peut-être aller consommer des formations, discuter avec des gens. Pour revenir à ce que tu disais sur Toi, tu as été un énorme consommateur de formation. Ouais, surtout dans le domaine que je maîtrisais bien, qui était les cryptos avant, j'ai pas mal consommé, et c'était du bon contenu, tu vois. Ça m'a aidé pas mal dedans. Bon, pour diverses raisons, j'ai arrêté, mais sur de l'analyse technique, pour différentes analyses fondamentales, tu vois, vraiment sur des choses où se fait intervenir des maths ou des choses comme ça. Pour le coup, c'est pas dans un bouquin que tu vas apprendre à faire de l'analyse technique, etc. Là, il faut de la formation, savoir lire un graphique, etc. Tu vois. Donc il y a deux choses, tu vois. Et aujourd'hui, là, c'est des concepts que je maîtrise pas, parce que
que j'ai pas étudié ça. Moi, je suis plus branché finance, tu vois. Et donc là aujourd'hui, je dois m'intéresser plus à la vente, plus aux clients, plus au marketing. Et c'est des choses moi que j'ai pas forcément appris et que j'ai pas développé avec le temps. Donc je sais qu'aujourd'hui c'est hyper important consommer du contenu sur apprendre comment faire du contenu et fréquenter en fait des gens qui ont fait ça, qui ont cette nature comme toi par exemple. Tu as cette nature plutôt marketing et tu disais que tu n'avais pas la nature de la finance. Je pense qu'on se réinvente pas, tu vois. Je pense qu'on va aussi dans sa nature parce qu'on parle de la productivité et c'est bien en fait de s'entourer de personnes qui l'ont. Ça va être beaucoup plus simple d'apprendre d'une personne qui a ça de façon innée que d'essayer de se transformer soi-même, tu vois. Et les formations, j'en consomme moins maintenant parce que je pense que j'ai fait le tour dans ce que je connaissais, tu vois, et sur les sujets, tu vois. Voilà. Je préfère avoir une bonne discussion avec quelqu'un aujourd'hui sur un thème même. Ça évolue avec le temps. Ok. Et toi, Omar, tu fais comment pour te former concrètement? Moi, je me forme pas. J'ai pas de formation. C'est autodidacte. Dès que le problème il arrive, on va chercher la solution, c'est tout. J'ai du mal avec les structures, avec attends, je t'apprends de A à Z. J'ai énormément de mal. Quand il y a un sujet qui m'intéresse, je regarde vraiment soit c'est une solution, c'est quelque chose de technique, j'en ai besoin tout de suite. Soit il y a quelque chose qui m'a vraiment intéressé, je vais aller lire le chapitre qui m'intéresse ou je vais aller demander à l'IA de me résumer le truc. Mais je vais pas passer de temps parce que finalement, ouais, tu consommes, enfin, tu peux consommer du contenu, mais chacun le fait un peu à sa sauce et je sais que il y a pas tout qui me correspond et j'ai pas envie de perdre mon temps à essayer de prendre de lui après de reprendre de lui. Je suis plus vraiment sur de quoi j'ai besoin tout de suite aujourd'hui. Je sais pas, je crée une page, de quoi j'ai besoin, je vais aller chercher l'information et je vais l'appliquer, c'est tout. Pas plus. Par exemple, toi, tu vas beaucoup sur Medium, tu me disais. Tu aimais bien dire Medium, le site medium.com. Ouais. Pour le feed, ouais, Medium, moi, c'est beaucoup les posts anglophones. Mais ouais, Medium, je consomme pas mal. Après, quand c'est des sujets un peu techniques, un peu tech, j'aime bien Medium. Après, pour le reste, je t'avoue que si j'ai Plusieurs peut-être canaux, en pris fait. une formation, par exemple, il y a 5-6 ans aux US, tu vois, mais parce que il y avait rien en France sur la partie méta, Facebook, par exemple, Facebook Ads, il y avait rien de ouf. Donc, je me suis formé aux États-Unis. Mais c'est tout, quoi. Là, aujourd'hui, j'ai besoin d'une information, j'ai un problème. Je vais poser limite, je sais pas si vous connaissez Perplexity. Je vais poser la question à Perplexity, il va me sortir la réponse et basta, je demande à l'IA. Quoi, je m'embêterai maintenant à... Je pense aussi que ça dépend du domaine, de la complexité. Tu vois, par exemple, j'ai eu toute la volonté du monde pour vouloir importer. Et à un moment donné, bon là je rentre un peu dans la technique, mais quand un fournisseur il me proposait du DDP et que j'avais pas de contact, j'étais bien content d'avoir contacté, tu vois, Jean, qui m'a appris ça et j'ai suivi la formation sur la partie importation. Ça m'a apporté et ça, je l'ai pas trouvé ailleurs en fait. Et pourtant j'ai fouillé sur Google et tout, mais à un moment donné, c'est des questions techniques de plusieurs années d'expérience et mélangé à une discussion qui m'a redirigé vers aussi un transitaire, je tairai le nom parce que par confidentialité, avec qui j'ai eu un appel et qui m'a appris énormément de choses. Et ça, c'était le contact de gens et je l'aurais pas eu autrement, tu vois. Pourtant, j'ai cherché, tu vois. Donc, je pense que ça dépend aussi du niveau de technicité et de l'opacité qu'il y a autour de ce sujet. La preuve, dans les cryptos où tu as voulu faire un peu l'autodidacte, tu vois, si tu avais été formé ou que tu avais suivi les bonnes choses ou tu aurais eu les bons contacts, tu aurais peut-être pas gagné d'argent, mais tu n'en aurais sûrement pas perdu, tu vois, ou du moins autant, tu vois. Donc, je pense que ça dépend aussi du sujet. Il y a des choses, moi, c'est inné, je vais les apprendre, je vais regarder des choses et je vais te dire, lui, il dit des conneries parce qu'au fond de moi, je sais que dans un domaine financier, je sais de quoi, à peu près de quoi je parle. Je prétends pas être un expert, mais je sais plus ou moins des choses parce que c'est inné dessus. Et il y a d'autres domaines comme l'importation où, franchement, pour le coup, t'es le plus à même d'en parler, même Mehdi, tu l'inventes pas, quoi, tu vois. C'est des contacts sur Google. Moi, je fais vraiment une grande différence entre le monde d'avant et le monde d'après l'IA. Pour moi, Ouais. ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, pourquoi tu demandes pas l'IA? Personnellement, je comprends pas pourquoi encore il y a beaucoup de personnes qui demandent à l'IA. C'est tout. Enfin, c'est pas Mais il demande y a à des choses Perplexity une Ouais. information. Il y a tout. Il y a tout qui a été traité sur Internet. Il y a tout. Il y a des tout sur process, des choses, Ouais. l'expérience, tu la retrouves pas. Moi, l'expérience de gens sur certains importateurs, fais pas ça parce qu'il y a ci ou ça, des trucs techniques, tu la retrouves pas. Des choses que moi, je vais t'expliquer sur certains process, tu le retrouveras pas, tu vois. Parce que moi aussi, j'ai cherché sur l'IA pour m'aider à monter certaines choses sur
sur des formats complets et l'IA te ressort justement tout ce que parce que l'IA va chercher sur Google dessus. Donc si sur beaucoup de choses sur le marketing, ça va être un ramassis des fois de conneries et que l'IA va te les remettre parce qu'il va chercher ce que les gens ont dit. Par contre, sur des mathématiques, sur des choses très factuelles, l'IA va te ressortir des bonnes choses parce que personne peut inventer des théorèmes mathématiques et donc là l'IA est pertinente. Mais sur d'autres choses où ça va te chercher sur des sciences moins dures, tu vois, comme la psychologie ou le marketing où il y a des avis, des divergences, ça va te faire un ramassis de tout ça et t'auras pas forcément le nectar. Et des fois, c'est mieux d'aller voir une personne où tu as un avis qui est subjectif, mais tu prends en avant des méthodes. Enfin, moi, je reprends la discussion que j'avais eu Jean avec l'époque où tu prends tel ou tel contact, tu retrouveras pas ça. Parce que la réussite que j'ai eue est liée à des fois à des appels, des contacts que j'ai mis en place qui m'ont fait gagner de l'argent et je l'aurais pas trouvé forcément sur une IA, tu vois. Ok, ouais. Et toi, Jean, tu penses quoi de tout ça? Comment tu te formes? Alors, il y a 3 points. Le premier, bon, c'est vrai que sur des sujets très très techniques, il faut consommer du contenu. Voilà, tu as des formations payantes, etc., qui sont bien, mais dans des disciplines vraiment très techniques. Donc ça, c'est le premier point. Mais pour moi, c'est pas le plus efficace. Les 2 autres points qui pour moi en tout cas me conviennent mieux. Déjà, c'est l'expérience terrain. Pour moi, c'est la meilleure formation. T'apprends des trucs sur le terrain que t'apprendras jamais en école de commerce. Enfin, je veux dire, si je prends l'exemple, par exemple, des incoterms que j'ai appris en école de commerce et les incoterms sur le terrain, mais je veux dire, on parle pas, c'est pas la même langue, quoi. Voilà, très concrètement. Et le 3e et dernier point qui pour moi est le plus efficace, c'est le Quanchi. En fait, moi, ce que j'aime faire, c'est que, par exemple, voilà, j'ai un oncle qui est aux États-Unis, qui a très, très bien réussi dans sa vie. Et typiquement, par exemple, je parle d'école de commerce. Nous, en école de commerce, on avait des intervenants exceptionnels. Et genre, ils faisaient ils parlaient de certains sujets dans l'amphithéâtre. Il y a personne qui parlait. On était une centaine, t'entendais les mouches voler. Bon, il y a des personnes comme ça dans la vie, t'as envie de consommer tout le savoir qu'ils ont. Et typiquement, moi, pour moi, le moyen le plus efficace, c'est d'avoir des espèces de mentors comme ça, des gens dans ton entourage. Après, il faut avoir la chance de connaître des personnes comme ça. Mais c'est de consommer tout leur contenu, de consommer leur savoir, de leur poser autant de questions. Et pour moi, c'est le meilleur moyen de se former. C'est d'avoir des gens comme ça dans ton entourage qui peuvent t'aider, qui sont forts d'expérience, qui peuvent te donner des conseils, qui ont une certaine maturité. Ça, pour moi, c'est le plus pertinent. Pour moi, c'est beaucoup plus efficace que d'aller regarder du contenu, à moins que ce soit vraiment des sujets techniques. Encore une fois, j'insiste, faut pas omettre le premier point, mais voilà, connaître les bonnes personnes, avoir des espèces de mentors comme ça, comme par exemple mon oncle aux États-Unis avec qui je peux poser des questions sur n'importe quel sujet à n'importe quel moment, sur le business, l'entrepreneuriat. Pour moi, ça, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Donc le mimétisme, en fait. Toi, tu fonctionnes au mimétisme un peu comme moi. Moi aussi, j'ai pris le... Ouais, le Quanchi, pour reprendre une notion un peu chinoise, tu vois, le Quanchi, s'entourer des bonnes personnes, le relationnel, le réseau. En fait, s'entourer des bonnes personnes. Après, tu as le réseau physique que tu connais, par exemple ta famille, tes amis, tes associés, mais tu as le réseau digital que tu connais pas, mais dont tu peux t'inspirer. Je donne un exemple. Moi, si vous voulez apprendre l'email marketing, par exemple, si vous voulez apprendre à envoyer des emails, vous pouvez apprendre la théorie sur les différentes séquences email, ce qu'il faut dire dans le premier, dans le deuxième, dans le troisième, etc. Il y en a qui aiment bien faire ça, moi, j'aime pas. Moi, ce que j'aime faire, c'est je m'abonne à une newsletter d'un marketeur par email ultra connu, limite le meilleur, et je regarde ces emails en fait qu'il m'envoie. Et j'apprends avec ça. J'apprends pas avec l'email 1, il doit établir la relation, l'email 2, il doit, tu vois. Mais je sais qu'il y en a qui apprennent avec la théorie. Il y en a, ils ont besoin de toute la théorie avant de mettre en pratique. Moi, j'ai appris le SEO avec un mec qui faisait du SEO. Mais il était avec moi, je lui disais, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? J'ai pas appris avec une formation, première étape, deuxième étape, troisième étape. Donc, je pense que tu peux apprendre de... Moi, l'IA, j'aime pas trop, perso, Omar, je suis pas trop d'accord avec toi. Bon, moi, j'utilise que ChatGPT. Je sais que toi, tu utilises plus l'IA que nous. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais l'IA, j'ai écouté Nassim Taleb. Voilà, c'est quelqu'un que je le cite souvent, mais sur Twitter, je le suis, et même sur ses bouquins. Lui, il dit l'IA, faire attention, parce que l'IA, en fait, faut faire vraiment attention à l'IA, parce que tu peux lui poser des questions, elle peut te raconter n'importe quoi aussi, l'IA. Moi, je conseillerais pas à un jeune aujourd'hui de se former avec l'IA. Par contre, je conseillerais à un jeune d'utiliser l'IA dans tout ce qu'il fait, ce que je sais pas faire d'ailleurs. Ouais. Ça veut dire Et quand Omar utilise l'IA, c'est pas comme quand c'est nous qui utilisons l'IA aussi, il faut clarifier les choses. En fait, l'IA, c'est un outil. Ouais. Toi, Omar, tu sais te servir de cet outil. Toi, t'es dans ton univers, t'es dans ton bain. Quand tu parles d'IA, tu peux nous parler de ça pendant des heures. Voilà, moi, quelqu'un qui est peut-être un peu moins axé, on va dire, ordinateur, etc., tu vois, je vais pas utiliser l'IA de la même manière comme Alibaba, ce que je dis aux gens. Les importateurs, il y a des importateurs qui utilisent Alibaba, qui s'en servent super bien et qui se servent très bien de cet outil et qui trouvent le meilleur fournisseur qui négocie les meilleurs prix pour les produits de la meilleure qualité possible. Bon, là, c'est pareil avec l'IA. Toi, Omar, tu as une vision
et tu as une grille de lecture différente de la nôtre. Donc tu peux utiliser l'IA et t'en servir à bon escient et en tirer le maximum. Après, c'est pas la même pour tout le monde, je pense. Je suis assez d'accord. Oui, il y a l'ingénierie, je suis d'accord avec toi, il y a l'ingénierie du prompt, par exemple. Il y a le fait que, par exemple, je vais formaliser mes prompts. Je sais exactement le nombre de tokens que prend un modèle. Je sais jusqu'où à peu près il va s'arrêter. Je sais ce que je dois lui donner en base de connaissances. Je sais ce que je dois, par exemple, sur du no-code, ajouter ce qu'on appelle une base de données vectorielle pour aller récupérer des informations. Mais ça, les gars, c'est réel. C'est le cas aujourd'hui, en fait. Ça veut dire que potentiellement, sur le long terme, ne pas utiliser l'IA, pour moi, c'est une faute parce que tu te prives dès aujourd'hui. Tu dis, ah non, mais ça, c'est nul, pendant qu'il y a des personnes qui sont en train de l'exploiter et de se former parce que entre moi, l'année dernière, qui faisait du prompt et moi, aujourd'hui, qui fait du prompt, on a déjà deux mondes complètement différents. Je n'utilise plus l'IA comme j'utilisais il y a un an. En plus, des capacités, des nouvelles capacités qu'a aujourd'hui l'IA, par exemple Anthropic, le modèle de Claude, ça va devenir n'importe quoi. Moi, je vous le dis, ça va devenir n'importe quoi. L'agent qui fait son truc, l'AGI, ce qu'on appelle aussi l'AGI, je vois le truc arriver. Je dis pas qu'il va remplacer la créa, etc. Mais il y a beaucoup de choses qui deviennent des commodités sur lesquelles vous allez finalement passer plus de temps aujourd'hui, à l'heure actuelle. Et on parlait tout à l'heure de productivité. Et c'est l'ultime productivité, c'est l'IA. C'est-à-dire que la chose que j'arrive à bien structurer et je la demande à l'IA, maintenant, je sais ce que je peux lui demander et ce que je ne peux pas lui demander. Et je sais quand elle est en train de me raconter des bêtises et je sais quand elle ne me raconte pas des bêtises. Et en fait, j'arrive à le savoir concrètement. Par exemple, je fais une recherche, par exemple, tu parlais du DDP tout à l'heure, je fais une recherche sur Perplexity, je peux lui demander d'aller rechercher sur 15 langues différentes. Toi, est-ce que tu arrives à chercher sur 15 langues différentes en 5 secondes, Mathieu? Je pense pas. Et donc, elle va te récupérer cette info. Et donc, peut-être que ce qui a été écrit en norvégien, c'était pas en français. Oui, c'est vrai. Mais elle peut le faire. Et du coup, si après cette réponse-là, l'IA, j'en fais quelques prompts et elle me génère pas la réponse que moi je veux, à ce moment-là, je vais changer de technique et je vais aller chercher de l'expertise. Je vais aller chercher un livre. Je vais aller chercher un réseau. Mais mon premier réflexe aujourd'hui, c'est l'IA. Pourquoi je vais aller m'embêter ailleurs? Surtout sur des sujets très pointus où je dois lire finalement 4 livres pour récupérer la réponse à ma question. Moi, j'ai une question, je veux la réponse. Je veux pas plus. Je veux pas plus d'infos. Il y a trop d'informations. Il y a trop de trucs. Je peux pas gober toute l'information du web pour avoir une réponse. Alors oui, après, j'ai une vision et tout. Mais c'est bon, j'ai déjà fixé un peu mon cap au niveau business, au niveau de mon entreprise. J'ai pas trop besoin encore aujourd'hui. C'est pas que je connais tout, mais dans le sens où j'ai pas besoin de la vision, d'une autre vision, etc. C'est bon, je vise déjà un truc. Dès que j'arriverai à ce moment-là, peut-être que j'aurai besoin d'un mentor, d'aller voir des personnes qui m'inspirent encore plus. J'en ai, des personnes, tout à l'heure tu disais, des mentors, j'en ai, que je connais pas du tout. Mais plutôt aux US, par exemple, sur le marketing, je regarde Alex, comment il s'appelle Hormozy. Donc je regarde beaucoup son contenu, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très, voilà, c'est profond. Il y a des choses, voilà, il y a des choses à prendre et des choses aussi j'aime pas trop, mais c'est cool. Donc je regarde tout ça, tu vois, mais quand j'ai une question, je lis à direct. Après, si je n'ai pas ma réponse, là, je me tournerai vers d'autres bases de connaissances, comme des livres, comme autre chose, quoi. Ok. On va finir le dernier sujet de ce podcast. C'est la solitude, le stress, l'isolement, le burn-out. Donc, on va finir par la négativité. Comme il dit Nassim Taleb, la vie négativa, toujours penser négatif, jamais penser positif. Parce que si tu penses négatif, tu seras pas déçu, tu vois. Parce que si tu penses négatif, si c'est négatif, ben, tu l'avais anticipé. Et si c'est positif, c'est réjouissant, ça, comme façon de voir les choses. C'est toujours penser négatif, les gars. C'est ça la solution. C'est un Libanais, il a. Oui, mais c'est pas parce qu'il est libanais qu'il a raison. Moi, j'aurais tendance à dire ça, ouais, c'est vrai. Mais c'est pas parce qu'il est libanais qu'il a toujours raison. Non, mais pour moi, moi, j'invite tout le monde à le lire. C'est un auteur mondialement connu et voilà. Même sur Twitter, suivez-le si vous êtes sur Twitter. Et juste, je fais je mets un peu de contexte avant de vous poser la question. C'est que nous, là, on est 4. On est sur 4 endroits différents. Donc, nous, Jean et moi, nous sommes en Asie. Mathieu, Omar, vous êtes en France. Omar, tu es dans le sud de la France. Mathieu, tu es dans le nord. Bon, donc en fait, on travaille seul. Là, concrètement, on est seul. La même fois. Il y a du sud. Sud Bordeaux. Les briques rouges. Ça, c'est les briques rouges. Mais je suis pas dans le nord. Je suis pas dans le... Mais j'aime bien, c'est quand t'es dans le sud. Dans le nord de la France. En tant qu'entrepreneur, moi, je sais que pour moi, c'est dur. Des fois, c'est très dur même d'être seul, d'être isolé. Est-ce que vous avez ce sentiment ou pas du tout? Voilà, comment. Moi, pas du tout, perso.
Moi, si je réponds, on change l'ordre des réponses. Moi, pas du tout. Moi, je suis plutôt un loup solitaire. Donc, après, c'est aussi un danger, quoi, de se complaire dans la Ouais, c'est solitude. ça. C'est pas une C'est bonne ça, chose. exactement. Mais moi, je suis un loup solitaire. J'ai une vie sociale, hein, j'ai des amis, voilà. Mais je suis un loup solitaire et c'est pas toujours une bonne chose. Non, mais c'est pas toujours une bonne chose. En fait, on peut se laisser aller dans cette solitude, ce qui est pas forcément une bonne chose. Donc moi, c'est pas vraiment un problème dans le sens que toi tu l'exposes. C'est plus un problème vis-à-vis de moi, quoi. Parce que la solitude n'est pas trop une facilité pour Voilà, moi et ce qu'il faut pas que j'en sorte. Voilà. Et quand t'es stressé et que t'es tout seul, t'arrives à gérer ça ou t'as besoin d'extérioriser Bah moi, le meilleur moyen de combattre le stress, c'est le sport. Franchement, je vais faire une bonne séance de sport, une bonne séance de boxe. Crois-moi, le stress, il a plus de place dans mon corps après. C'est bon, j'ai vidé tout ce que j'avais à vider, j'ai plus de stress, quoi. Après, je suis quelqu'un d'assez anxieux de nature quand même. Donc j'ai besoin de faire du sport, mais j'arrive à équilibrer les choses avec le sport. Et après, ça fait partie des choses, le stress. Ok. Faut relativiser, hein. C'est quand tu regardes ce qui se passe dans le monde, si tu relativises, quoi. Ouais. Toi, Mathieu, comment tu gères le stress? Est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu es isolé? Est-ce que tu as déjà fait un burn-out ou jamais? J'ai jamais fait de burn-out, mais je pense que ça aurait peut-être été plus bénéfique pour moi, parce que des fois, je suis carton sur la corde, je suis assez résistant, je suis assez fondamentaliste quand je fais quelque chose, tu vois, donc je lâche pas. Mais oui, la solitude, moi aussi, je suis pareil, je suis plutôt loup solitaire justement. C'est-à-dire qu'entre une sociabilité imposée comme le bureau, les open space, choses je sais pas si on en a déjà parlé, mais ça, pour le coup, moi, ça me rend profondément triste, vraiment au plus profond de mon âme, d'aller dans des endroits où on m'impose du bruit, des gens, des discussions, et tout ça. Par contre, je supporte pas. Donc là, je vis des fois des moments un peu seuls, tu vois, de doute, c'est normal. Mais à choisir entre les deux, je préfère ça, tu vois. Après, on est une équipe assez soudée, tu vois. Des fois, on s'appelle pour régler certaines choses, mais au final, c'est une discussion quand même amicale derrière. Tu vois, on traite 5 minutes de choses, puis après, on peut parler de banalités, de choses, tu vois. Et cette cohésion, tu vois, elle est quand même assez forte, tu vois, malgré les fuseaux horaires. Et je pense que si on n'avait pas ça et qu'on était chacun dans nos activités là, qu'on fait tout seul, ça serait peut-être fois un peu plus compliqué, tu vois, à gérer. Après, moi, comme disait Jean, je fais du sport aussi, tu vois, énormément. Ça m'aide à me canaliser physiquement. Ça n'enlève pas forcément les doutes, hein, tu vois. Le sport, quand même, tu peux garder certaines choses qui te travaillent quand même, tu vois. Après, j'ai aussi une famille, donc tu vois, jouer avec ta fille, tu vois, avec tes enfants, etc. Et tout ce qu'ils peuvent te dire de merveilleux, tu vois, ça, si ça t'aide à relativiser, tu parlais de choses qui se passent dans le monde, mais tu vois, les enfants, les choses comme ça, moi, ça m'aide aussi tu vois, parce que des fois, on se dit qu'on a des problèmes. En vrai, c'est pas des vrais problèmes, tu vois. C'est des problèmes de riches, comme on entend, ou des problèmes de structure, mais tant que t'as pas de problème de santé, de problème de famille, de gros problèmes, mais on peut être piégé dans une certaine solitude, ouais, mais ça se Ok, combat, je crois. d'accord. Et toi, Omar? Ouais, on n'est pas ensemble physiquement, mais bon, c'est quand même en remote, ça envoie quand même, tu vois. Ouais. Il y a des réunions, il y a des appels. Bon, moi, je considère pas forcément que comme si j'étais seul. Alors, voilà, quand il y a la famille aussi à côté, bah, du coup, ça estompe un petit peu le truc. Mais non, je me sens pas seul. Avec ton ordinateur, tu n'es jamais seul. Et moi, j'ai l'IA, j'en ai plein. C'est déjà mieux. En vrai, T'as plein d'amis, toi. j'ai 4-5 amis, là, je leur dis. T'as tout le monde. Mais rigole. Je te jure, je parle avec eux. Normal, ils me répondent. Et en plus, je peux m'énerver, il me dit rien, tu vois. Bah ouais. C'est Mais incroyable. j'ai vu que ça me fait penser, j'ai vu des gars qui disaient que, tu vois, ils étaient pas accro au réseau, mais ils étaient accro à l'appli ChatGPT. Tu sais, sur téléphone, tu peux lui poser plein de questions en audio et elle te répond. Et ils disaient que les gars, bah, ils disaient qu'ils avaient un truc et ça devenait leur pote et ils disaient que ça devenait un peu chaud dans leur tête, quoi, tu vois, d'avoir quelqu'un qui avait réponse à tout et qui te répondait comme ça. Non, Et il y avait une question que, ouais, vas-y, excuse-moi. non, non, sur des sujets techniques où t'as de la réflexion, ça m'aide vachement, moi, je dis la vérité. Des fois, en fait, moi, j'ai beaucoup de réflexion et à structurer, bah, des fois, je me retrouve à poser la question, mais je sais ce qu'elle va me répondre. Donc, du coup, je sais comment envoyer mon prompt pour avoir mon résultat. Et des fois, ben, ça structure pas mal d'idées un peu confuses. Pour le brainstorm, tu peux pas trouver mieux. Je suis désolé. Tu peux pas trouver mieux en brainstorm qu'une IA qui est en train de te tirer les vers du nez par-ci, par-là, sur telle idée, tel truc. OK, mais c'est quoi tes ressources? Ah ouais, j'ai ça, j'ai pas cette ressource-là. Ça t'aide à brainstorm, à avancer, à structurer tes trucs. Et c'est pour ça que je dis, il faut aller voir au-delà du fait de dire au mec, ah, mais attends, fais-moi une introduction pour tel truc, fais-moi. Si c'est pas ça, l'IA. Pour moi, c'est 5% des capacités de l'IA. Et en fait, si tu regardes bien dans son ensemble, tu peux l'utiliser, mais si tu l'utilises bien,
ça te ferait gagner Oui, c'est ça. un temps fou. En fait, Ça c'est te ferait qu'on gagner sait un pas temps bien fou. l'utiliser. En fait, on revient au mot, si on devait résumer, c'est savoir faire des prompts, quoi, tu vois. Yes, savoir faire des prompts et anticiper le fait que, en fait, quand tu vas changer ton prompt, la réponse va changer. Et si toi, par exemple, c'est pour ça que il y a ce nouveau métier qui est sorti d'ailleurs, ingénieur, Ouais, prompt prompt ingénieur. ingénieur. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Comment tirer le meilleur parti d'un LLM, tu vois, d'une IA. Comment tirer le meilleur parti? Ah ouais, sur ChatGPT, quand tu tapes ta vieille question là, tu ouvres le truc, tu tapes ta vieille question, elle va te répondre un truc tout pourri, tu sais. Ah, tu dis, ah, l'IA, ouais, c'est vite fait, c'est pas. Mais en fait, réfléchis, t'imagines si tu mets une IA et aujourd'hui, on peut lui donner des outils, on peut donner Ouais. une base de données qui est monstrueuse pour te répondre. En fait, Ouais. tu Donc, tombes dans un espèce de truc on ferait un épisode sur l'IA. Alors, Omar, ça va être Ouais. intéressant. Tu nous montres des techniques sur l'IA. Et là, on va clôturer le Et toi, podcast. Mehdi? Toi, parce que Mehdi, au final, t'as pas répondu. Je pense que t'avais un peu abordé dans une vidéo le En fait, là, burn-out ou on la charge clôture dans le mentale. sujet du stress, on part sur l'IA. Faut qu'on reste sur le stress, on termine le Ouais. podcast. Et l'IA, on le fait sur Ouais, un c'est prochain pour ça que je te épisode. parlais de. Donc, juste, on revient sur le sujet du stress et de la solitude. Moi, je trouve que c'est sous-estimé chez les entrepreneurs, les burn-out. Parce qu'un burn-out, c'est pas forcément visible. Le stress, en fait, le stress, la solitude, même la dépression, c'est pas des choses qui sont visibles. Souvent des choses invisibles. C'est Et tabou aussi. l'entrepreneur, celui qui prend des risques et celui qui a pas de parachute, moi, je prends mon cas, j'ai aucun parachute. Moi, par exemple, j'ai même pas de carte vitale en France. Tu vois, je suis, résidence fiscale à l'étranger, j'ai pas de carte vitale, etc. Ce que je veux dire, c'est que je suis dans un mode de vie stressant, dans le sens où j'ai pas l'État derrière moi, ma famille elle est éloignée, je vois mes amis assez rarement parce que mes amis ils sont en France. Bon, nous on se réunit assez souvent, je voyage beaucoup, mais je trouve quand même que celui qui va se lancer dans le business, surtout dans le digital, parce qu'aussi il faudrait décorréler le business digital que nous on fait avec une forte identité numérique avec les business physiques. D'ailleurs, ça serait un bon sujet un jour de podcast. C'est que moi, je connais plein de propriétaires de business physiques. Quelque part, je les jalouse un peu. Parce que tous les jours, ils vont au même endroit, ils ont des collègues de travail. J'ai un collègue, par exemple, j'ai un ami à moi, il vend des couteaux sur les marchés. Bon, il fait les marchés dans le sud de la France. Il gagne très bien sa vie, hein. Et lui, il me dit, en fait, il a bac+5. Mais il me dit, il kiffe parce que tous les matins, il voit des gens, il leur vend des couteaux, des touristes, etc. Tu vois, il a ce contact humain que nous, des fois, derrière nos ordinateurs, derrière nos téléphones, on n'a plus aussi. Et ça, je trouve que c'est pas à négliger dans le business digital. Donc, pour les e-commerçants, les dropshippers, les vendeurs Amazon, les développeurs web, tous les métiers liés au numérique, je pense que tout le monde a ressenti un peu cette frustration des fois d'être tout seul, de communiquer uniquement de manière virtuelle. Et moi, en tout cas, j'aime beaucoup quand on se réunit en physique, comme on a fait cet été, on était tous ensemble dans le sud de la France. Voilà. Et je dirais même qu'au niveau productivité, j'ai l'impression que les plus gros scales que j'ai réussi à faire, c'était quand on a fait une réunion d'associés en physique. On est resté une semaine ou 2 semaines ensemble. C'est là où vraiment se sont mis en place les gros projets, les grosses idées, etc. En tout cas, moi, c'est mon opinion. Je pense que le contact physique en fait, l'isolement, il est positif, mais à petite dose. Parce que oui, le fait d'être seul, des fois, se remettre en question, ça nous fait réfléchir. Et d'ailleurs, j'ai lu un livre, je sais plus comment il s'appelle, qui disait que la solitude, il y a 200 ans, la solitude était considérée comme un luxe. C'était réservé aux rois, aux princes, aux très riches, tu vois. Ouais. C'est pour ça qu'ils avaient des châteaux avec des dépendances. La solitude, c'était pour les riches à l'époque. Parce que le pauvre, il n'avait pas cette possibilité d'être seul. Il fallait tout le temps qu'il soit avec des gens pour travailler, etc. Donc, j'ai bien aimé ce concept. Mais la solitude trop poussée à l'extrême, moi, ça m'est déjà arrivé. Je trouve que même le sport, il n'y a rien qui peut. Je trouve que ouais, le contact humain, on a besoin aussi. Voilà. Donc, si vous faites un business virtuel, essayez de quand même garder des contacts en physique. Et d'ailleurs, beaucoup d'entrepreneurs aussi, je finirai là-dessus, après je vous laisse la parole. En fait, dès qu'ils réussissent, ils ont tendance à blâmer un peu leurs anciens amis qui, eux, ne sont pas entrepreneurs et qui sont salariés, employés. Et donc, ils vont se couper de leurs amis. Je ne sais pas si vous connaissez des gens comme ça. Mais moi, par exemple, j'ai des amis, ils sont plombiers, menuisiers, maçons, mais je ne me suis pas coupé d'eux. Et au contraire, je kiffe avoir des discussions avec eux. Ça me change des discussions avec des e-commerçants ou avec des fournisseurs chinois. Tu vois? Parce que si tu n'as que des discussions avec des gens dans ton business, tu deviens fou. Il faut aussi que tu aies des discussions avec des gens, on va dire, entre parenthèses, simples. Voilà, faut rester humble et ne pas se croire supérieur parce que tu as un business digital qui génère 6 chiffres, 7 chiffres. C'était l'idée que j'avais en tête. Moi, le digital, il peut te faire perdre, on va dire,
les chiffres, en fait, comme ils sont décorrélés de C'est ça. la réalité, en tout cas, que moi je vois autour de moi, de ma famille, etc. Donc, ça peut te faire penser que tu es meilleur, que si, que ça, que toi, tu as compris, que en réalité, tu rien Ouais. compris. C'est juste, voilà, et chacun a fait son choix et qu'il faut respecter tout le monde. Il faut continuer la relation avec tout le monde, garder une relation, surtout que eux, ils t'envoient du terre-terre, quoi. Ils t'envoient qu'est-ce qui se passe réellement. Voilà, l'artisan, lui, il est sale le matin, il a les habits sales et il finit la journée les chaos techniques. Donc lui, t'as beaucoup à apprendre En de fait, lui je sais aussi. pas si ça vous l'a déjà fait, mais je pense que ça vous l'a tous fait. On a tous des amis et il te dit ah là, j'ai un super job, j'ai été augmenté et tout, je suis à 3 000 € par mois, par exemple. Tu vois, le mec, il te dit ça, il est hyper content. Et toi, tu te dis, tu réfléchis, tu dis peut-être 3 000 € par mois. Nous, dans le digital, c'est pas grand-chose, tu vois. On peut les faire en 2 jours. En fait, et tu perds la notion de la réalité que 3 000 € par mois, en France, ça reste un salaire correct. Tu peux vivre, tu peux faire une famille, tu peux t'épanouir. Mais nous, quand on a touché au digital, au e-commerce, en fait, quand le mec il nous dit 3 000 € par mois, on a tendance à se dire, mais genre nous, si on gagne 3 000 € par mois, on est dégoûté en fait. Tu vois, le digital, il nous a un peu aussi rendu fous. Donc, il faut faire attention à ça et pas se couper de la réalité, comme tu dis, Omar, ouais. Ça dépend de Mm. quelle réalité on parle. La réalité de l'entrepreneuriat ou du salariat, c'est des choses différentes, mais c'est deux mondes. Et moi, je suis d'accord avec l'idée de toujours garder. En fait, c'est bien de parler à des entrepreneurs et d'avoir un réseau d'entrepreneurs qui vont parler business et tout. Mais voilà, moi, j'ai des amis de très longue date qui resteront toujours mes amis et qui ont même pas du tout parfois le même parcours professionnel. Mais je retrouve chez eux des valeurs humaines que je retrouverai peut-être pas chez d'autres personnes. Et le problème aussi, tu vois, dans le milieu de l'entrepreneuriat et tout, c'est que c'est vrai, l'argent monte très vite à la tête de beaucoup de personnes. Tu vois, ça peut un peu travestir ta personnalité. Tu te sens plus pissé. Désolé de parler comme ça, mais il y en a beaucoup que j'ai vu. Et moi, je supporte pas ça. Moi, j'ai toujours mon groupe d'amis. Ça fait des dizaines d'années et tout. Voilà, il y a des gens que je connais depuis des dizaines d'années. On n'a pas du tout les mêmes parcours, mais je suis toujours heureux de parler avec ces gens et j'aime bien aussi parler avec des gens qui sont dans le business et tout. Mais Ok. voilà, ce que je pouvais Ouais, non, rajouter mais pour. Ok, on va terminer ce podcast. Ça fait 1h22 qu'on est en train de record. Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce qu'on fait, vous trouverez tout simplement des liens en description. Pas besoin de vous en dire plus. En tout cas, merci Omar, merci Mathieu, merci Jean. Et on se dit à la semaine prochaine pour l'épisode 4 du podcast On parle pas chinois, dont le sujet n'est pas encore défini. On va le définir très bientôt. On vous dit à la semaine prochaine. Merci Mehdi, merci. Merci à vous. Ouais, merci. Chier.